Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... La confusion qui est faite, c'est on juge police et les comportements de certains policiers et de l'usage également politique que fait l'état de la police. Il y avait une caricature que j'avais beaucoup aimée à l'époque qui marquait attention aux violences policières. Et en fait, si on va plus loin et qu'on raisonne jusqu'au bout, c'est attention aux violences de l'état policier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est l'aboutissement d'une gestion du maintien de l'ordre, d'une gestion politique des contestations en France depuis Manuel Valls. C'est-à-dire que ça remonte à déjà quand il était Premier ministre. Et en fait, on a cette courbe. On a commencé avec, à l'époque, c'était le mariage pour tous. Il y a eu des répressions policières. Il y a eu après la loi travail, des répressions policières. Les mouvements écologistes, des répressions policières. Les gilets jaunes, des répressions policières. Après, nous avons eu les gens qui se battaient pour la liberté au moment des restrictions de liberté liées à la crise du Covid. Violences policières également. Et enfin, on termine aujourd'hui, contestation de la loi travail, encore des violences policières. Donc, violences policières, c'est un terme déjà générique que je n'aime pas. C'est un terme journalistique souvent. Pour employer, on met beaucoup de choses dans le même terme. Et en fait, il y a des choses où des fois, l'usage de la force est nécessaire par les policiers. Et des fois, il est parfaitement illégal parce qu'il est en dehors de tout cadre prévu par la loi. Pour donner un exemple qui est dehors du cadre des manifestations, mais qui montre en fait à quel point les gens peuvent comprendre, il y a eu, sous Emmanuel Macron, une volonté de transparence. Donc ça, c'était le leitmotiv et la phrase d'accroche en disant on va publier les chiffres des gens qui sont tués par la police avec l'IGPN. Très bien, sauf que derrière, il n'y a pas eu le rôle pédagogique. Ce qui a permis, par exemple, à M. Poutou de dire la police tue. Effectivement, la police tue. Parce qu'en fait, on a mis dans le même sac la mort du tueur et du terroriste qui a tué Samuel Paty. Donc, quand on pose la question aux gens, est-ce que ce terroriste aurait dû être abattu par la police pour protéger des vies? Tout le monde dit oui, il y a unanimité, et pourtant il y a une violence policière qui a ôté la vie de quelqu'un. Mais c'est une violence nécessaire, proportionnée pour protéger des vies. Quand on prend à l'inverse, on dit « Monsieur Cédric Chouviat, il est mort parce qu'il avait sa plaque d'immatriculation sale sur son scooter ». On pose la question, et là les gens disent « Bah non, enfin, là il n'avait pas de raison de mourir, c'est une violence complètement illégale, illégitime ». Donc on prend ces deux extrêmes. Voilà, on voit bien que la fois il est nécessaire de faire usage de la force, proportionnée par rapport à la masse, et deux fois, il y a des choses complètement iniques et complètement illégales qui ne sont pas admissibles. Donc ces manifestations, il y a plusieurs cas. Il y a les cas où on a pu voir des coups de violence, des coups de poing, des coups de matraque qui tombent sans aucune raison. Ou alors des fois, il y a peut-être des raisons, parce qu'on n'a pas forcément toutes les vidéos. Mais si les personnes ne sont pas interpellées après avoir fait un usage de la violence, c'est que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'effectivement, soit on disperse une foule, à ce moment-là, il y a une charge et on les pousse. Mais quand il y a des violences sur des personnes ciblées individuellement, qui se prennent des coups de poing, des coups de matraque, à ce moment-là, là, on peut les interpeller. Si elles ne sont pas interpellées ou on n'appelle pas les secours pour les aider, ce qui est dans les chartes et la déontologie de la police, c'est que là, il y a des comportements complètement illégaux, quel que soit le comportement de la personne avant. Parce que si elle a commis des actes délictuels ou criminels, c'est pas au policier de jouer les juges dread dans la rue. C'est de le maîtriser la personne par tout moyen. Et une fois qu'elle est maîtrisée, c'est la justice qui doit se prononcer dans une enceinte plus sereine pour avoir les causes, les conséquences et analyser la situation plus en longueur. Donc en fait, le système est bien fait, mais il n'est pas appliqué. Et aujourd'hui, malheureusement, il est encouragé justement par cette répression et les comportements les plus iniques parmi les policiers. Il est encouragé pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons eu Gérald Darmanin, quand il venait de prendre son poste, il avait dit « Je m'étouffe quand j'entends parler de violence policière ». C'est-à-dire qu'au lieu de s'excuser auprès de la famille de Cédric Chouviat, il s'est moqué de la victime à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. La moindre des choses, c'est que quand il y a une erreur qui est commise par une institution, on présente ses excuses et on se fait petit. On ne vient pas pérorer devant tout le monde en disant « je me moque de la souffrance des gens et d'une victime innocente ». La deuxième chose aussi, c'est qu'on a remis en place, là c'était sous M. Castaner, les Braves M, qui défraient encore la chronique à l'heure actuelle. Donc la Brave M, c'est une resurgence des voltigeurs. Donc les voltigeurs qui avaient abouti en 1986 à la mort de Malik Oussekine. Les voltigeurs avaient été dissous à l'époque. Donc les voltigeurs, on nous dit oui, c'est parce que nous, on n'est pas des laxistes. La personne qui a dissous les voltigeurs, c'est Charles Pasqua. Je n'ai jamais vu entendre quelqu'un me dire Charles Pasqua, c'était un laxiste. Voilà. Et il avait le respect des policiers, Charles Pasqua, quelles que soient ses dérives à côté. Quand il y a eu ça, il avait présenté des excuses à la famille, qui était la moindre des choses. Il avait pris une réponse politique de l'usage de la police, on dissout les voltigeurs. Donc la recréation des Bravem, qui est une résurgence des voltigeurs, est une décision politique, avec une orientation de dire on veut des unités qui vont faire le coup de main. La deuxième chose, c'est que c'est des unités qui sont constituées de volontaires. C'est-à-dire que dans les forces de police, quelles que soient les unités, les BAC, les CRS, il y a des gens de différentes sensibilités, différentes opinions, différentes méthodes d'intervention. Et ce qui fait qu'on ne voit pas forcément aux images, c'est qu'il y a des débats après, en disant là, t'as déconné, t'aurais pas dû intervenir comme ça, la prochaine fois, ce sera pas possible. Effectivement, voilà, après les gens disent, attends, là, t'as agi comme ça, tu nous as tous mis en danger, ou là, t'aurais dû faire comme ci, parce que voilà, donc il y a des débats après sur qu'est-ce qui s'est passé.
Quand il y a des gens qui sont volontaires pour aller faire le coup de main, il n'y a pas de débat. Ils sont tous contents d'aller faire le coup de main. Et ils pensent d'être là. On leur dit, en plus, voilà, il y a un manichéisme qui a été ancré dans la tête de ces brigades. On dit, c'est les gentils et les méchants. Je veux dire, le monde, il n'est pas avec les gentils et les méchants. Enfin, il n'y a que Gérald Darmanin qui peut dire allez, on sera gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Enfin, je veux dire, et puis éventuellement, le ministre, enfin, pas le ministre, le président de la République qui va dans Pif Gadget. Mais je veux dire, sinon, dans le monde sérieux et réel, non, les nuances sont grises, elles ne sont pas noires et blanches. Et du coup, ces unités sont compliquées. Deuxième chose aussi, c'est qu'elles n'ont pas forcément de matricule visible. Mais en fait, par rapport à une unité normale, parce qu'il y a aussi le débat sur le RIO, quand on veut retrouver un CRS ou quelqu'un de la BAC ou quelqu'un de n'importe quelle unité constituée habituellement, le RRO est un faux débat. L'IGPN peut retrouver rapidement où était déployée telle unité, et après ils arrivent, ils savent quel fonctionnaire était dans telle zone avec les radios, etc. Donc retrouver un fonctionnaire de police d'une unité normale, RIO ou pas, est assez facile, si jamais l'État veut s'en donner les moyens. Par contre, des unités qui sont constituées pour faire le coup de main, en fait, là, ils viennent de différentes unités, ils sont volontaires, puis après, ils ne sont plus là. Donc en fait, on ne peut pas les retrouver. S'ils n'ont pas le RIO, c'est compliqué. Mais même pour aller plus loin, pour finir sur le RIO, si les gens ne veulent pas être retrouvés, ils ont juste à mettre un faux RIO. Je veux dire, personne n'ira vérifier la réalité de ce RIO ou pas. Donc en fait, il faut trouver comment faire pour contrôler ces policiers. Parce qu'en fait, qui contrôle les gardiens? C'est toujours la question. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en roue libre parce que les politiques derrière les laissent aller en roue libre. Ils sont pour des motards, c'est assez rigolo, mais en dehors de ça, c'est qu'ils sont en roue libre. C'est-à-dire qu'en fait, des images qu'on peut voir, les volontaires qui vont dans ces unités, c'est des gens qui veulent faire des choses qui ne sont pas forcément légales, mais qui sont autorisées par le ministre. Quand Gérald Darmanin dit « j'aurai la main lourde pour sanctionner les policiers qui font n'importe quoi », je rappelle qu'il a réintégré, et ça a été révélé par complément d'enquête sur France 2, ou envoyé spécial, je ne sais plus, au mois de décembre en tous les cas sur France 2, il a réintégré 2 policiers qui avait été jugé avec un casier judiciaire pour avoir violenté un mineur attaché à un radiateur dans un commissariat. Je veux dire, si on est rendu à réintégrer des personnes comme ça, et des personnes après qui font le coup de main, effectivement, elles peuvent se sentir complètement agir en toute impunité. Donc en fait, il y a un choix politique de quel policier on veut encenser, quel policier on veut protéger, et quel policier on ne veut pas dans ses rangs. Donc en fait, il y a tout à fait une dérive très autoritaire de l'utilisation de la police, et c'est pour ça que j'insiste, c'est le politique qui fait ses choix. La police est un outil. Je prends un exemple imagé. Un bricoleur, c'est lui qui a le marteau, il a un clou. Le clou et le marteau, en soi, sont inertes. Ils ne vont rien faire. Ce n'est pas un bon clou ou un bon marteau. À la fin, le résultat de comment est utilisé ces outils de bricolage pour faire planter une planche dépendra du bricoleur. La police, c'est la même chose. C'est un outil au service de l'État et il est utilisé de différentes façons. Et aujourd'hui, il est utilisé pour taper sur les manifestants et apporter une réponse. Non, justement, il n'y a pas de réponse politique depuis des années, et le choix est fait de dire la réponse politique, c'est on va vous taper dessus. Et c'est sur là, je voulais rebondir sur le sondage du journal Le Point qui a dit qui est le responsable de ces violences qu'on peut voir dans tous les sens, les manifestants, l'État. Donc les gens du Point, à 31%, ont dit c'est l'État qui est responsable. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'un sondage. L'État l'a reconnu. Repensons à Madame Sibeth Ndiaye, qui était porte-parole du gouvernement à l'époque, sur BFM TV, donc une chaîne mainstream, et qui parlait justement de la réforme des retraites, qui a avorté à l'époque. Elle avait dit, écoutez, si faire les réformes pour lesquelles on a été élu, ce qui n'est donc pas le cas à l'époque, je provoque de la violence, je l'assume. Donc ça veut dire que quand on est capable de dire, moi j'assume de provoquer la violence, pour passer des réformes, ça pose un problème sur la question de la démocratie en France et de son interprétation par les gens qui nous gouvernent. Il y avait une violence dans la rue, que les gens vont se radicaliser pour justement dire on n'a plus de moyens d'expression. Le seul moyen d'expression qu'on a, il ne nous reste plus rien. On ne nous écoute pas. Nos représentants, ils ne nous représentent plus. Les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires, Macron avait dit j'en veux pas. De vous me casser les syndicats, vous me cassez tout ça. Là, il est bien content de les retrouver pour des manifestations encadrées, organisées avec des gens qui avaient un savoir-faire, puis des interlocuteurs qui rassemblent des gens. Mais du coup, il avait dit j'en veux plus. Donc au bout d'un moment, il n'y avait rien. Et c'est Emmanuel Macron qui a lui-même, par exemple, créé le mouvement des Gilets jaunes en disant je veux rien, c'est moi qui décide tout seul. Effectivement, les gens n'en peuvent plus. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là aussi, c'est qu'en fait, ils disent voilà, donc on va provoquer de la violence et on l'assume. Alors que la philosophie française, Troisième République, c'était Louis Blanc qui avait dit le bulletin de vote a remplacé la violence dans les rues, parce qu'on est capable de trouver un consensus. Et ce qui est intéressant, c'est que les lois de la Troisième République, séparation de l'Église et de l'État, tout ça, il y a plusieurs lois qui sont toujours en vigueur aujourd'hui, parce que justement, à l'époque, ça fait des grands débats, mais il y a eu un consensus acceptable par tout le monde. Tout le monde disait « je veux bien vivre en République française, parce que ce n'est pas idéal sur tous les sujets, mais j'accepte la règle commune parce qu'on n'est pas allé plus loin qu'est-ce qui était acceptable pour la majorité des gens. » Aujourd'hui, on a un gouvernement qui dit la majorité des gens, j'en ai rien à faire, quels que soient les sondages sur la réforme des retraites, c'est entre 60 et 80% de gens qui sont contre.
Il n'y a pas de débat dessus. On nous dit ce sera comme ça. Je vous ai écouté, puis on va faire comme j'ai dit. Voilà. Et pour aller plus loin aussi, j'avais assisté à une conférence organisée par le Printemps du Barreau, c'était en 2022. Et il y avait une personne qui ne devait pas venir, mais qui est venue parce qu'elle a remplacé à la dernière minute, c'était Monsieur Bas, l'ancien président de la commission des lois au Sénat, et qui avait été connu pour avoir mené les interrogatoires sur l'affaire Benalla, et qui a une expérience politique, et qui était venu expliquer en disant écoutez, c'est très simple, si les contre-pouvoirs, le Sénat, l'Assemblée nationale, en tout cas, mais tu parlais plus du Sénat à l'époque, les syndicats n'ont pas leur rôle justement d'atténuer l'exécutif, les gens vont se révolter. Parce qu'en fait, ils n'auront plus moyen d'être entendus. Et quand on n'a plus d'être entendu, on devient fou. Au bout d'un moment, on nous dit, ça déclenche des réactions épidermiques. Et c'est ce qui se passait avec le 49.3, en dehors de la lâcheté des députés, parce qu'on nous dit, oui, c'est un passage en force. Cette année, oui, voilà. Parce que c'est un passage en force de l'exécutif, oui. Mais si jamais on a une vraie opposition construite, ils disent voilà, on fait sauter le gouvernement et on n'en parle plus. Donc en fait, on dit c'est de la faute de l'exécutif, oui, qui passe en force. Il y a une lâcheté des députés qui veulent garder leur fauteuil en disant oui, on n'est pas content, on crie très fort, mais après on ne va pas représenter nos électeurs parce qu'on n'ira pas jusqu'au bout de la démarche de peur de ne pas être élu après. Donc en fait, il y a une déconnexion complète de nos politiques qui veulent garder leur place et qui sont prêts à toutes les compromissions, mais qui sont en train de faire exploser la marmite en fait. Parce que derrière, les gens ne savent plus comment s'exprimer, tout a été bloqué. Et pourtant, la violence n'est pas la solution pour aboutir à quelque chose de meilleur.